épisode, il était quand même vachement brouillon. Bah, je suis d'accord, mais pourquoi tu voudrais changer la formule? Les gens ont quand même apprécié. Ça, c'est parce que le sujet, il était intéressant, tu vois. Mais là, on va parler de trucs encore plus mystiques, donc je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus à l'essentiel et qu'on se perde moins en mise en scène, en détail. Ok, et comment tu veux t'y prendre? Parce que si du coup, on va expliquer le sujet tous les deux, directement aux spectateurs. Et... Oh, regarde, d'ailleurs, ils sont déjà là, je les avais pas vus. Salut, salut. Eh, tu me fais plus jamais ça, hein, moi sinon je me casse. Bon, écoute, vas-y, ok, amis du soir, bonsoir, hein, et bienvenue chez Mec pour une nouvelle vidéo, voilà. Éclaté au sol là ton intro. La dernière fois, on a expliqué que l'espoir, c'est nul, parce que c'est essayer de prédire l'avenir au lieu de se concentrer sur le présent pour le construire. T'aurais pas pu dire ça dès le début, sans plus ça rime. Bah ouais, mais la dernière fois, il fallait aussi expliquer le concept des qualia, à savoir la différence entre la réalité... Donc un amalgame de données complètement neutres, du genre les molécules elles sont rassemblées ici, et ça donne un matériel solide. Et la réalité perçue ou ressentie, donc, oh, ceci est un bar, et en plus il est très joli. Moi j'aime pas la couleur. Oui, alors justement, les qualia, donc les perceptions du monde, sont différentes pour chaque individu. Et ça va avoir son importance pour la suite, puisqu'aujourd'hui on va te démontrer que ta réalité est fictive, ce qui implique aussi que tu as le pouvoir de la réécrire. Attends, mais t'as pas genre passé toute la dernière vidéo à m'expliquer qu'il fallait accepter la réalité telle qu'elle? Non mais la réalité, gros relou, la vraie, la neutre. Là aujourd'hui, ce qu'on va démonter, c'est ta réalité. Mais elle a rien demandé ma Et réalité. bien justement, ça t'apprendra. Allez, générique! On va rentrer directement dans le vif du sujet avec un exemple concret. Une question en apparence toute simple. Est-ce que tu serais capable de m'expliquer qui tu es? Bah justement, on pourrait tenter de répondre à cette question de manière toute simple. Nom, prénom, âge, des éléments du passé par exemple. Sauf qu'évidemment, se décrire, bah, c'est pas suffisant pour expliquer ce qu'est un être humain. Il y a ses goûts, ses opinions, ses émotions, ses états d'esprit, enfin, et en fait la liste pourrait s'étendre à l'infini. En fait, tout cet ensemble de données, c'est toi. Et il suffit d'oublier une seule de ces données pour qu'une explication de qui tu es devienne incomplète. C'est quasiment impossible de répondre avec exactitude en fait. Et encore, c'est sans compter sur un facteur absolument capital, le problème du temps. L'OTAN, Non, t'as déjà fait la blague au dernier épisode et c'était déjà pas drôle. ça sera toujours plus drôle que ton intro de merde. Oh le bâtard. Si, pour décrire un être humain, il faut recueillir l'ensemble des données le concernant, ben encore faut-il savoir quelles données prendre et quand. Et oui, même en admettant que tu aies réussi à faire une image de toi-même à un instant T, l'instant d'après, il n'existe déjà plus. Et oui, son état, ses émotions, sa position, tout ça, ça disparaît dans le passé à chaque seconde. Prout. Bon, et là on pourrait se dire, bah si, ça existe toujours, c'est juste moi, avec une seconde de plus. Sauf qu'en vrai, une seconde, c'est une éternité. On perçoit peut-être ça comme rapide, mais c'est pas le cas. Ah oui, en vrai, en l'espace d'une toute petite seconde, une voiture lancée à 130 km/h par exemple parcourt déjà 36 mètres, et la Terre 29,78 km dans Mais l'espace. c'est vraiment rien comparé à la galaxie qui, elle, parcourt 630 km par seconde. Oui, ou alors pire encore, le pulsar le plus rapide jamais observé, qui dans le même laps de temps aura effectué 598 tours sur lui-même, soit une vitesse de 50 000 km par seconde à son équateur. Et ça dépote. En bref, une seconde, c'est très long, qu'on soit capable de le percevoir ou pas. Et d'ailleurs, la seconde, tu peux la décomposer en 1000 millisecondes, ou même en 1 million de nanosecondes. Ce qui fait autant de versions de toi ou du monde qui t'entoure qui se sont perdus dans le passé et qui ont d'ores et déjà disparu. Donc le problème du temps rend la réponse à la première question tout bonnement impossible en fait. Je veux dire, t'es déjà bien incapable de récupérer toutes les données de qui tu es à un instant T. Mais t'es encore plus incapable de réunir les données de tous les instants T qui se sont écoulés ou qui s'écoulent encore actuellement. Alors si on voulait répondre quand même, il faudrait donc sélectionner manuellement quelques données qui aient l'air représentatives, donc se limiter à une description incomplète, hyper pixelisée en fait. Pour résumer, hein, la réalité, c'est un jeu vidéo avec tellement de données qu'il est beaucoup trop lourd à faire tourner pour nos petites cartes graphiques d'êtres humains. Résultat, on est bien incapable d'expliquer qui on est, et encore moins de se le représenter correctement en HD. Et pourtant, malgré l'impossibilité de répondre à la question, on essaye quand même de le faire au quotidien. On a quand même une certaine image de soi-même en tête. Alors oui, mais attention, c'est qu'une image, donc rien de très précis. Et d'ailleurs, cette image de soi-même, on l'appelle l'ego. Non mais... Lego. Non, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'image, c'est un procédé qu'on utilise pour bien d'autres choses que juste l'image qu'on a de soi. Par exemple, les souvenirs. Comment ça, les souvenirs? Bah, les souvenirs, c'est aussi incomplet que l'image qu'on a de soi. Je veux dire, même si t'avais une mémoire photographique, il te serait quand même impossible de mémoriser l'ensemble des données dans l'ensemble des instants vécus. Ah ouais, genre des sons, des sensations, le mouvement des poussières, que des petits détails quoi. Voilà. Et pourtant,
on s'en rappelle quand même. Donc ça veut bien dire qu'à l'intérieur de nous, on a un mécanisme qui fait lui-même le tri, qui sélectionne les images qu'il considère représentatives des instants qu'on a vécus, pour qu'on puisse de nouveau y faire appel plus tard dans notre mémoire. Mais du coup, on se rappelle pas du moment en lui-même, simplement une image incorrecte, une version simplifiée. Ultra simplifié même. Mais justement, c'est là que ça devient fascinant. Parce que maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre, par exemple, l'image qu'on a de soi-même et l'image d'un instant passé, d'un souvenir qu'on a vécu? Je serais tenté de te répondre non, mais c'est la même chose. Bah, justement, puisque ces deux images sont exactement du même genre, pourquoi est-ce qu'elles ont un nom différent? Moi, ce que je propose, c'est d'étendre l'appellation ego au système qui génère toutes les images, plutôt qu'à l'une seule d'entre elles. Les faits sont là. Il y a bel et bien, à l'intérieur de nous, un mécanisme interne qui joue le rôle d'un écran de téléphone. Il récupère les innombrables données de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on pense. Et il les convertit en images compréhensibles pour nous, comme l'image de soi, des autres, les souvenirs, les opinions. Voilà. Alors après, ces images ne sont pas complètes, ni exactes, mais elles sont généralement suffisantes pour vivre ou survivre, pour comprendre et se rappeler. Donc le rôle de ce mécanisme, c'est de te protéger. Imagine, si on devait conserver toutes les données du monde dans la tronche, Bah, notre carte graphique, elle cracherait tout simplement. elle imploserait même. Elle planterait. Elle... Et c'est précisément là qu'on arrive au point intéressant de l'histoire, parce qu'on vit tous et toutes dans une bulle d'images, de représentations non fidèles de la réalité, qui nous permettent à peine de la comprendre. C'est ce qu'on appelle une réalité fictive. Et oui, parce que la réalité, la vraie, elle est beaucoup trop grande, beaucoup trop complexe pour nos sens. Inaccessible en fait. Alors, on ne l'aperçoit que par petits bouts, par impression. Et ce qu'on en garde est encore plus maigre. En gros, nos images de la réalité, c'est comme une peinture. Prenez par exemple Mona Lisa. On peut pas dire que ce soit réellement Mona Lisa, c'en est juste une représentation. Voilà. Et dans ma théorie, ce que j'ai décidé d'appeler l'ego, c'est pas une des peintures, c'est le peintre. C'est stylé, mais du coup, ça veut dire que c'est nous le peintre, non? Non, nous on est une espèce d'attardé là qui arrive pas à comprendre le monde autrement qu'en regardant les peintures du peintre. Ah, c'est marrant. Le truc, c'est que l'ego a énormément de pouvoir sur notre perception du monde, du coup. Puisque tant qu'on le laisse faire, c'est lui qui choisit quoi garder. Mais si c'est lui qui choisit la composition de la bulle dans laquelle on vit, ça peut devenir vachement dangereux. Suffit simplement de croire que ce qu'il nous montre est la réalité. Oui, ça peut poser de très gros soucis. Suffit de voir les problèmes de confiance en soi de pas mal de gens. Les gens qui pensent que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est représentative, qui sont cette image. En fait, ils s'enferment dans des certitudes qui les empêchent de dépasser cette enveloppe complètement fictive. Puisque comme on l'a démontré plus tôt, tu peux pas avoir une vraie image de toi-même qui est exacte. Et oui, on l'a expliqué juste avant. Donc du coup, c'est pour ça tout le principe de la théorie, c'est pour sauver la confiance en soi. Parce que sinon après t'as des problèmes. Et si l'image elle est pas ouf, bah forcément ça va créer des complexes, des peurs et des doutes. Et pour appuyer ce propos, j'ai encore un très bon exemple à vous proposer. Le deuil. Oula, attends. Le sujet est quand même vachement sensible, ça peut heurter certains ou même retraumatiser d'autres personnes qui viennent perdre des proches. Donc ce qu'on propose, c'est de vous mettre un timecode juste ici pour passer à la partie suivante. Puis ce sera aussi dans le chapitrage pour les plus flemmards. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Je t'en prie, tu peux continuer. Et donc la mort. Lorsqu'on perd quelqu'un, l'image qu'on s'était faite de cette personne se heurte à la vraie réalité. La personne n'est plus. L'image se brise, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'ego va l'accepter aussi facilement. Ça crée un énorme trou dans la bulle qu'il a passé autant de temps à confectionner, et donc il doit à tout prix le combler. C'est là qu'il nous montre toute la puissance qu'il a sur nous et sur notre perception des choses. Alors que la personne n'est plus, qu'elle appartient désormais au passé, l'ego a tout de même le pouvoir de la maintenir dans le présent un petit peu plus longtemps. Bah ça c'est juste un souvenir, non? C'est un peu plus qu'un simple souvenir parce que l'ego n'accepte pas que sa réalité ait été brisée. Donc il va récupérer tous les fragments qu'il en reste pour essayer de créer une sorte d'image temporaire. Donc ça inclut les souvenirs, mais aussi les regrets, la tristesse, Les sensations, Il va regrouper tout ça dans une seule image et va essayer de combler le trou comme il peut. voilà. Et donc plus qu'un simple souvenir, cette image maintient fermement la personne disparue dans la réalité de l'individu en deuil. Ce qui fait qu'il va la voir dans son quotidien, tous les jours, pendant des semaines, des mois, voire des années. Tant qu'il refuse d'accepter que la réalité est changée et d'implémenter dans une nouvelle bulle cette donnée. C'est ça. Bah, c'est aussi ce qu'on appelle faire son deuil finalement. Accepter d'être séparé de la personne perdue, donc accepter la vraie réalité en opposition à celle de la bulle. Donc prendre conscience de la différence entre la réalité fictive de la bulle et la vraie réalité. Ça peut aider à s'en sortir ou au moins à accélérer le processus de deuil. Et donc c'est là tout le pouvoir de l'ego. Il peut réécrire du code par-dessus et malgré la vraie réalité. Mais
Tu disais qu'il était là pour nous protéger, là il nourrit juste des peines et des regrets de pas vouloir voir la réalité en face. Ça, c'est parce que l'ego, il a beau être très puissant, si tu le laisses fonctionner sans t'en occuper, eh ben il fonctionne par défaut. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ego, il n'est pas intelligent à proprement parler. Il fonctionne pas au raisonnement, il fonctionne à la réaction. En gros, il va garder en mémoire des schémas très simples de ça me fait mal, et ça, là, ça me fait du bien. Et donc dans son rôle de protecteur, il va tout naturellement t'aiguiller vers ce qu'il a enregistré comme étant de bonnes choses pour toi, et à l'inverse, te faire fuir tout ce qu'il considère comme étant néfaste. Poursuivre le bien-être et fuir le mal-être. Donc dans l'exemple précédent, il se rappelait de la personne comme une chose bien. Et donc il fera tout pour essayer d'y retourner, même si dans la vraie vie, c'est plus possible. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la confiance en soi. Si tu te convaincs de pas t'aimer, il fera tout pour que tu restes dans cette zone de confort. Et donc il rendra même détestable l'idée de s'aimer. En gros, une fois qu'il enregistre une nouvelle zone de confort, il t'y enferme par défaut. Et il fera tout pour que t'y restes, parce que l'ego n'a pas d'intelligence propre. C'est un bloc ton truc. Grave, mais justement, vu qu'il n'a pas d'intelligence propre, ça veut dire qu'il fonctionne par rapport à la tienne. Donc si jamais toi tu te gourres et que t'apprécies un truc qui en fait est hyper mauvais pour toi, mais lui il fera pas la part des choses. Donc pour lui, c'est un truc que t'apprécies, et il fera tout pour retourner si ça va mal. Poursuivre le bien-être. Et fuir le mal-être. C'est à cause de ça, je crois, que beaucoup de gens cherchent carrément à bannir l'ego de leur vie. Ça a l'odeur d'une très mauvaise idée, ça. Ah ouais, mais en fait, au fil de mes recherches sur l'ego, je suis tombé sur beaucoup de gens qui parlent d'élévation spirituelle, de troisième œil, Ouais, voilà. Mais en fait, je pense que c'est des gens qui, au fil de leurs expériences, ont fini par comprendre un bout du rôle de l'ego et à le voir comme une barrière en soi. Et forcément, s'ils pensent que l'ego est juste une image d'eux-mêmes, ils ont pas dû mettre longtemps à remarquer que cette image est fictive. Comme à réaliser qu'il peut les induire en erreur en les poussant, par exemple, à chercher du bien-être au mauvais endroit. Et donc, bannir l'ego, ça ressemble à une solution, mais c'est réaliser l'illusion des images et s'en libérer, sauf si finalement, l'ego n'est pas une seule de ces images, mais plutôt le mécanisme qui les gère toutes. Et dans ce cas, le bannir, c'est aussi dangereux, parce qu'il continuera de toute manière à fonctionner en arrière-plan pour faire le tri et éviter une surcharge mentale. Donc en fait, c'est juste que la personne devient inconsciente de sa présence. Ça a l'odeur, mais aussi la couleur d'une mauvaise idée, un peu comme ton bar. Moi je pense qu'il y a surtout une erreur fondamentale là-dedans, c'est qu'ils pensent que c'est l'ego qui est responsable de ses propres erreurs, alors qu'en fait le vrai problème c'est leur manque d'intervention manuelle. On l'a dit plus tôt, l'ego n'a pas d'intelligence propre. Le blob. Voilà, donc s'il y a un problème... Elle vient de la personne en question, et pas de l'ego. Bah ouais, l'ego il se contente de suivre le chemin que tu lui montres. Ah tiens, il a bien aimé ça, du coup on recommencera si ça va pas. Ah tiens, il a pas aimé ça, du coup on évitera d'y revenir. Et ça c'est son fonctionnement par défaut. Voilà. Mais on peut aussi intervenir manuellement. Et justement, c'était tout le sujet de la vidéo. Tu as le pouvoir de réécrire ta réalité. Alors, comment passer en mode manuel? Comme on vient de le dire, l'ego fonctionne à un retardement. Il nous arrive un truc, et en fonction de comment on va prendre personnellement cette expérience, il va la traiter comme bonne ou mauvaise. Et pour ça, il suffit juste de modifier la façon dont on perçoit cette expérience. Et oui, on a parlé des qualia au début de la vidéo, et justement, comprendre que la réalité perçue ou ressentie, c'est pas la même chose que la réalité, c'est un premier pas pour aussi comprendre qu'on peut modifier cette perception. Parce qu'il n'y a rien d'ancré, rien de concret. Alors ça veut dire que la perception dépend de l'état d'esprit, et donc qu'on peut la modeler. Et oui, donc pour passer en mode manuel, il faut d'abord être attentif au quotidien. Faire attention avec quel état d'esprit on aborde tel ou tel événement. Un bon exemple, mettons t'as un projet, un objectif pour lequel t'as besoin d'argent. Alors du coup tu prends un taf alimentaire, mais quand même, au bout d'un moment, ce taf commence à bien te casser les couilles. Si tu te laisses sombrer dans l'agacement, ton ego va écrire un bon gros chiant sur l'image que t'as de ce taf. Et donc, ça rendra hyper relou le fait de s'y consacrer. Alors que si t'arrives à changer ta perception et à garder ton objectif en tête, alors tu peux influencer ton ego dans le bon sens pour qu'il écrive plutôt le chiant sur le fait de ne pas avoir d'argent, ou alors le fait de rater ton objectif par exemple. Ce qui rendra hyper relou le fait de ne pas s'y consacrer. C'est un moyen d'intervenir manuellement dans le processus de tri, mais il y a autre chose. Il est où le petit entêté? Il est mort le petit entêté? Voilà, sauf qu'il est pas mort, il est toujours là. Et oui, tout au long de notre vie, on construit notre raisonnement au fur et à mesure qu'on accumule de l'expérience, des réussites, des échecs, Mais quand on est gosse, on n'a pas encore tout ça, donc on ne fonctionne pas au raisonnement. mais plutôt à la réaction. On fonctionne tout simplement par l'ego. Alors, on a beau rajouter des couches de conscience, de morale, d'expérience ou encore je ne sais quoi par-dessus, mais en vrai, lui,
bah, il reste toujours là, au fond de nous, avec son fonctionnement très enfantin. Depuis l'époque de l'enfance, il a continué à conserver toutes les peurs et les incertitudes, comme la peur du rejet, de l'abandon ou encore la peur du vide, et il continue de te guider dans tes actions pour éviter de les ressentir. Et comme n'importe quel enfant, bah, il faut savoir s'en occuper, en prendre soin, le rassurer, l'écouter, Lui teinter sa gueule s'il fait de la l'éduquer, mais je veux dire, par exemple, ton corps, quand t'as mal quelque part, et ben il va tirer la sonnette d'alarme avec la douleur pour que tu saches qu'il y a un problème et que tu t'en occupes. Exemple, Par exemple, là j'ai mal, donc du coup, je vais m'en occuper. Mais c'est pas toujours simple. Et de la même façon, lorsque tu as mal ici, c'est bien souvent l'ego qui est en train de tirer la sonnette d'alarme pour te prévenir qu'il y a un problème à régler. il a ses besoins pour fonctionner correctement, des besoins que tu connais au fond de toi, et que si tu les ignores, ils dysfonctionnent, et donc tu souffres. Alors, il est bon, parfois, de prendre le temps de s'arrêter pour lui demander mais qu'est-ce qui va pas? Quelle image s'est brisée dans la bulle? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Puis ensuite, l'aiguiller dans le bon sens pour qu'il puisse y arriver. L'enfant que t'étais, il est toujours là, au fond de toi, et il attend que tu lui prennes la main. Alors, si tu veux une astuce, peut-être un truc un peu plus concret pour y arriver, j'ai choisi la méthode de l'avatar. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai décidé de lui donner une image, de lui donner la forme d'un animal pour qu'il puisse m'accompagner dans mon imaginaire au quotidien. Un peu comme ma famille, donc il faut prendre soin. Ouais, c'est ça. Bah en fait, justement, vu que du coup il a son image propre dans ma bulle de réalité, bah du coup je peux y revenir à loisir beaucoup plus facilement, voire même interagir avec. Après, je pense aussi que la méthode, elle diffère en fonction des gens. Ah oui, forcément, mais ça pourra peut-être parler à quelques-uns. Bah, en tout cas, tout ça pour dire que ta réalité est fictive, et que donc si en ce moment ça va pas bien, alors il faut s'atteler à la réécrire au plus vite. Parce que aller bien, ça demande de l'entraînement, de la répétition et de l'attention, mais ça vaut la peine. Voilà, bah écoutez, je pense avoir bien expliqué tout ce que je voulais vous dire, alors j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour la suite. Et si jamais vraiment il y a des trucs pas clairs, posez des questions en commentaire, on y Surtout, répondra. N'hésitez pas. Alors après, tout ça, bah ça marchera pas forcément pareil pour tout le monde, hein. Parce que comme dit dans le précédent épisode, c'est la fin de C'est la fin du journal, là, il n'y a plus personne. Comme dit dans la précédente vidéo, il faut se réapproprier tout ça avec ses propres mots, afin que ça prenne son sens. Mais voilà, en tout cas ça vous donne peut-être une autre approche, ou au moins un début de méthode pour envisager de nouvelles solutions. Parce que tout problème a une solution, et bah s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. Au revoir. Merci. Non mais ouais, tu me laisses finir mon outro quand même, non? Vas-y, vieux type, t'as vu le temps qu'on a mis déjà? Ok, bah écoutez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Ça vous fera un abonnement 50 et je vous laisse régler par carte ou en espèces à la sortie. Et nous on se retrouve à la prochaine ouverture du bar pour un format quelconque. Des bisous!